C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors, eh bien, la France n'est pas bloquée, contrairement à ce que l'on croit. Hein. Le gouvernement tient bon sur la loi El Khomri. Les grèves, c'est vrai, s'enchaînent. La pression reste forte. Cependant, le patron de la CGT, Philippe Martinez, a baissé d'un ton. Il est vrai que depuis quelques jours, l'exécutif a sorti le carnet de chèques. Pas de réduction de dépenses, de budget pour la recherche, 1 milliard d'euros pour revaloriser le salaire des profs. La politique du carnet de chèques, visiblement, ça marche. Oui, c'est une sale habitude en France. Alors d'habitude, c'est quand même plutôt plus près des élections. Puisque, bon, hélas, les pouvoirs successifs ont souvent pratiqué cette politique, celle du carnet de chèques, comme vous dites à juste raison, Roselyne. Et là, finalement, c'est pas seulement les élections, c'est un an avant les élections. C'est surtout, à mon avis, pour essayer de sortir du bourbier dans lequel est empêtré l'exécutif. On en a parlé ici pas mal de fois. François Hollande, plutôt que de céder sur le cœur de cette loi travail, ce fameux article 2... Il sait d'ailleurs. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que nos téléspectateurs aient bien suivi toute cette histoire d'article 2. Eh bien, il contourne et il essaie de distribuer des cadeaux aux corporations, diviser un peu les fronts syndicaux qui se multiplient ici et là, et il fait des chèques. Il y en avait déjà eu 4 milliards quand même de faits avant cette loi travail. Hein. Là, avec ce que vous dites, on a peut-être en ajouté 1 ou 2 milliards de plus. Je ne suis pas sûr que ça suffise d'ailleurs à sortir le pouvoir de l'épreuve dans laquelle il se trouve. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant non plus pour ramener des voix supplémentaires à François Hollande dans les sondages. En tous les cas, c'est la tactique qu'il a choisie. C'est pas un peu la politique du gros sabot, David ? Oui, mais c'est de bonne guerre. Vous avez un front syndical extrêmement radicalisé sur la loi El Khomri, représenté, emblématisé par M. Martinez, leader très dur de la CGT. Et puis vous aviez à côté toute une série de petits foyers, de petits départs de feu, qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à la loi El Khomri, puisque par exemple à la RATP et à la SNCF, ce sont des personnels qui sont fonctionnaires ou qui ont le statut. Ils ne sont pas très concernés. Ils ne sont pas du tout concernés, mais ils profitent, là encore, c'est de bonne guerre, de la... Et Air France, alors Air France, pareil, de la bataille sur la loi El Khomri pour réintroduire des négociations sur le salaire, des négociations sur le statut. Donc le gouvernement, plutôt que de laisser, si vous voulez, perdurer et se constituer un véritable embrasement généralisé, envoie des pompiers pour éteindre ces différents départs de feu. La loi El Khomri n'est qu'un absolument, n'est qu'un prétexte. Ça pose la question de combien va nous coûter cet article 2. Parce que là, à l'arrivée, 6 milliards pour sauver l'article 2, ça fait quand même oui, cher, d'autant que le texte arrive au Sénat, où bien sûr il va être amendé par la droite, et eux, ils vont refaire la version 1, en somme, c'est-à-dire celle que n'avait pas fait le gouvernement. Donc il va y avoir comme ça des navettes, on va passer de la version 1 à la version 2, ça va ressembler à quoi après ? Là, le texte arrive au Sénat cette semaine, il va évidemment être détricoté et réécrit dans un sens beaucoup plus favorable à ce que demandait initialement le patronat par la droite. Simplement, le gouvernement a fait un pari, c'est que justement, au vu de cette réécriture, finalement, le texte initial, son texte va finalement être revisité en se disant les syndicats vont peut-être réaliser que c'est un peu moins dur, que c'est un peu moins libéral, un peu moins radical, et que donc finalement, quand il y aura un retour à l'Assemblée au début du mois de juillet, ça passera un petit peu plus facilement. C'est quand même, David, une guérilla bien pathétique, parce qu'on voit bien, alors le pouvoir joue le pourrissement. Très clairement, le pouvoir joue la montre. Essaie d'acculer Philippe Martinez à la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, on voit bien que cette semaine, il a quand même... Il a baissé d'un ton. On est passé du retrait pur et simple de la loi à seulement l'article 2. Donc, Philippe Martinez, l'intransigeant de l'article 2, sur lequel... mais s'il enlève l'article 2, pour le coup, il n'y a plus du tout de loi. Et l'article 2, moi j'ai toujours dit ici que c'était quand même cet article 2 était important et extrêmement avec des conséquences lourdes. Alors il faut expliquer à nos téléspectateurs, l'article 2, c'est donc l'inversion des normes sociales. Voilà. Le pouvoir revient en fait aux salariés de l'entreprise et pas aux branches. Et plus aux branches professionnelles. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et dire qu'il n'y a rien dans cette loi, c'est quand même oublier un peu rapidement. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Bruno, finalement c'est la stratégie... La droite d'ailleurs serait bien inspirée de soutenir justement le maintien de cet article 2. Alors que certains, on voit bien, ils se divisent. Il y a ceux qui disent qu'il faut retirer carrément le texte. Nous
Nous avons d'ailleurs observé cette attitude un petit peu tacticienne et politicienne de la droite sur pas mal de textes ces derniers temps. Il y a eu pas mal de mesures, de réformes qu'elle aurait pu voter ou du moins soutenir à minima. Ça n'a pas été le cas pour des raisons bien évidemment de primaire qui s'annoncent à l'horizon. Juste sur la stratégie le fait de jouer la montre et le pourrissement, on était très dubitatif, souvenez-vous, même la semaine dernière sur ce plateau, puisqu'on parlait de l'arrivée de l'euro, on était à l'époque dans des problèmes de blocage de raffinerie et donc de problèmes de stock dans les pompes à essence. Aujourd'hui, on voit que ce spectre-là est écarté. Et ce qu'on explique à l'Élysée et à Matignon, c'est que finalement, on en revient cette semaine à des problématiques plus classiques, certes très embêtantes pour les usagers, la grève du métro jeudi, la grève de la SNCF aujourd'hui, la grève à la DGAC dans quelques jours, mais que finalement, ça reste du relativement classique et du relativement sectorisé. On n'est pas sur un embrasement général. C'est-à-dire que le pouvoir a réussi un peu à isoler la CGT. À fractionner finalement les différents Et la CGT de 2016 de Philippe Martinez n'est pas la CGT de Bernard Thibault version 95, où c'est vrai que la France était entièrement bloquée. Entre-temps, il faut quand même le dire, il y a quand même le service minimum dans les transports, fruit de la droite chiracienne et de la droite sarkozyste, qui quand même aujourd'hui fait qu'on a au moins quelques trains et quelques métros aux heures de pointe. Parlons gros sous. Donc ce fameux carnet de chèques, ça a quand même coûté 4 milliards et des brouettes. On verra, puisque la liste risque de s'allonger, c'est pas fini pour 2016. C'est la porte ouverte à d'autres corporations. Mais alors du coup, alors que François Hollande, son objectif au début de son quinquennat, c'était l'équilibre des comptes, c'est-à-dire des comptes maastrichtiens, ne pas dépasser les 3%. Là, on est à 3,6. Roselyne, je vais vous l'annoncer. Est-ce qu'on va respecter les principes maastrichtiens ? Pour avoir rencontré Michel Sapin il y a quelques jours et discuté de ça, lui est absolument sur le fait qu'on sera non seulement à 3%, mais un petit peu en dessous. Il escompte et d'ailleurs, même si la Commission de Bruxelles est un petit peu au-dessus, il escompte un déficit public à 2,7%. Donc de ce point de vue-là, alors on n'est pas dans la promesse initiale. L'optimiste Michel Sapin, l'homme de l'inversion de la courbe du chômage. Oui, sauf qu'il la tient, son inversion. Sauf que pour le coup, Bruno, on en a souvent discuté ici. Attendons quelques mois. Souvenez-vous, il y a 2 mois, le président a lancé son Ça va mieux, qui avait fait tant jaser, qui avait fait tant polémiquer. Et nous-mêmes, nous avions beaucoup critiqué cette... Je maintiens que c'est quand même un peu excessif. Certes, Bruno, mais il faut objectivement convenir que ça va mieux parce que l'Europe va mieux. Le chômage, la croissance, une série de chiffres sur le moral des ménages, sur les investissements, c'est vrai, mais ça n'a pas été beaucoup mieux moins bien que chez nos pays, chez nos voisins européens. C'était le monde hier. Mais quand ça va moins bien que chez nos voisins européens. Mais quand ça va mieux, Bruno, Bruno, il faut avoir l'honnêteté de le dire parce que ça n'a pas été le cas depuis 4 ans. Ça va un peu mieux, mais ça va nettement moins bien que chez nos voisins européens. Regardons le chômage tel qu'il est en France par rapport aux Allemands, même aux Italiens, où il baisse beaucoup plus vite que chez nous. Vous avez raison, Bruno, mais on a quand même une petite évolution qui permet au gouvernement d'étayer un petit peu son propos. Le problème, c'est qu'effectivement... Je crains, David, que ce ne soit pas suffisant pour sauver François Hollande. C'est vrai, mais surtout le problème, c'est que les dernières semaines, si on se cantonne ou les derniers jours, entre les grèves sectorielles, entre les problèmes de pompe à essence, entre le climat social extrêmement tendu, et si on rajoute cette pluie diluvienne qui s'abat sur nous, on n'a pas le sentiment que ça va vraiment mieux, effectivement. Un petit mot d'Emmanuel Macron qui a des soucis. Parce qu'il a été rattrapé visiblement par son ISF. Alors bien sûr, rattrapé par la patrouille. Donc sur l'impôt sur l'infortune, il va devoir payer un rattrapage sur l'ISF. Lui, bien sûr, plaide. Il a raison. C'est un sale coup d'abord. C'est un sale coup de ses camarades. Ça sent le règlement de compte entre camarades socialistes. Bercy, comme par hasard, l'autre fois, Bercy, comme par hasard, fait fuiter habilement encore un nouveau coup contre Macron. Effectivement, Macron est devenu l'homme à abattre. Tous les jours, il y a un ministre en privé ou même très officiellement, Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui critique Emmanuel Macron. Alors maintenant, lui tombe dessus l'affaire de son ISF. C'est 10 000 euros, je crois. Enfin voilà, il aurait un peu minoré la propriété de son épouse. Bon, je trouve que là, alors effectivement, il va payer, c'est normal. Mais tout à coup, ça devient l'horrible Macron, le tricheur Macron. Bon, on voit que les socialistes ont décidé de l'abattre. Oui, ce que dit Bruno est vrai. Maintenant, si on examine l'impact de l'affaire, c'est quand même pas formidable. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'affaire Cahuzac ou même Thévenoud. Ce n'est pas une véritable fraude fiscale. Simplement, on se demande pourquoi Emmanuel Macron pourquoi n'a pas réglé ce problème et plutôt que de négocier pour une somme qui, à mon avis, pour lui, est tout de même relativement minime. Ça reste 10 000 euros de rattrapage. Pourquoi il n'a pas tout simplement
hein, dans l'œuf. C'est une discussion avec dans l'œuf. l'administration fiscale sur son ISF, qui est un impôt déclaratif, je le rappelle. Comme par hasard, ça sort dans la presse. Bien sûr. C'est pas une semaine après que Macron. personnalités. Non, vous avez raison. Une semaine après que Macron a justement fait part de son opposition à l'ISF, bien sûr, il s'agit d'un règlement de compte. Ce qui est vrai, Bruno, c'est que le cas Macron exaspère de plus en plus et de plus en plus ouvertement. Parce que, tout simplement parce que Emmanuel Macron, à la différence de tous les autres ministres, et surtout depuis l'arrivée de Manuel Valls, qui a quand même un petit peu verrouillé en termes de management les expressions des uns et des autres, il n'aime pas, Manuel, que les ministres sortent de leur couloir, et d'ailleurs François Hollande non plus, alors que Macron, lui, il fait absolument ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il a pris quand même des libertés assez ahurissantes. Je rappelle qu'il s'est permis de répliquer à François Hollande, qui avait dit en gros... il sait ce qu'il me doit. Il avait répliqué « Je ne suis pas son obligé », ce qui avait énormément agacé, y compris François Hollande et Manuel Valls. Mais visiblement, aucune sanction pour l'instant. Il jouit d'une mansuétude et d'une liberté de parole assez ahurissante. Et c'est la raison pour laquelle tous ses collègues du gouvernement vraiment lui en veulent, parce qu'eux considèrent qu'ils n'ont pas cette liberté-là. Dans votre démonstration, ajoutez quand même que c'est le ministre le plus populaire. Vous avez raison. C'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui intéresse les Français, qu'on le veuille ou non. Il suffit de regarder l'intérêt que les gens portent à ses interviews, à ses apparitions. Donc c'est quand même quelqu'un qui accroche. Et puis même les députés socialistes sont assez contents finalement de le voir venir dans leur circonscription. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est un petit peu la seule lumière qui existe à gauche aujourd'hui, qui est quand même en capilotade complète, y compris Manuel Valls, qui est en train de chuter sévèrement dans les sondages. Donc effectivement, le jeu, et ça c'est la politique française, alors bon, peut-être que c'est le métier qui rentre pour Macron. Le jeu, c'est de tirer les flèches contre lui. À droite, comme à le gauche. métier qui rentre pas encore. On voit qu'il a quand même fait une jolie bourde la semaine dernière face à deux militants. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas formidable. J'ai trouvé que c'était le costard. Là, on en a fait. Sur les sondages, vous avez raison. Le véritable mystère de cette affaire, c'est l'attitude de François Hollande. Pourquoi François Hollande laisse-t-il autant de liberté ? Tout simplement parce qu'il est très populaire. Il considère que pour 2017, il peut lui amener. Que Hollande se débarrasse de Macron comme il l'a fait de Taubira. Et là, je crois que la cabane sera tombée sur le chien. Les frondeurs, il les a pas écrabouillés non plus, alors qu'il aurait pu les tuer dans l'œuf. Oui, mais là, c'est un ministre très populaire et il compte sur lui pour 2017, évidemment. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Comédie Française et pour Politique. Merci. Les observateurs, ligne directe. Les Bahaka, qu'on appelait autrefois les pygmées, étaient les rois de la forêt. Et puis sont venus les braconniers et ensuite les sociétés forestières qui ont peu à peu tué leur mode de vie traditionnel. Alors aujourd'hui, il n'y a presque plus de gibier dans la forêt. Leur culture, leur musique sont en train de disparaître. Les Bahaka sont en grand danger. Pour aller enquêter sur le terrain, nous sommes allés, comme d'habitude, à la rencontre de nos observateurs, cette fois dans la forêt centrafricaine. Les observateurs, ligne directe, à voir sur France 24 et sur France24.com.